Donc on va vous faire partager un peu de notre artisanat, mais ça n'empêchera pas d'ouvrir sur d'autres questions. Donc, juste pour faire une petite présentation préalable, vraiment, si le sujet c'est la fabrication des émotions, nous vraiment on travaille par couche en fait. C'est-à-dire qu'il y a le scénario d'abord, où on est vraiment très concentré sur des histoires de narration. Il y a aussi des questions de mise en scène qui commencent à apparaître au scénario. Le tournage, où on est très concentré sur des affaires d'incarnation en fait, le travail avec les acteurs, les costumes, les décors, enfin voilà, on va donner de la réalité à une chose écrite, fantasmée. Et puis le montage, dont on a beaucoup parlé ce matin avec nos collègues, le montage, je trouve qu'on revient à des questions de scénario assez vite quand même, de narration. Et puis là, on arrive à l'étape qu'on voulait vous faire partager, qui est le son. Et donc le son se passe en deux étapes. Il y a le montage son qui prend beaucoup de semaines. Donc j'ai déjà fait 3-4 fois avec Sylvain sur 3-4 films. Et puis il y a le mixage. Donc c'est la préparation du mixage en fait. Et là, on essaye beaucoup de choses. On enlève, on retranche, on rajoute. Mais la base ne change pas. Il y a une base objective qui est le montage image, qu'a priori on ne touche pas, sauf accident, pour un peu. Et on essaye, on essaye vraiment soit de préciser, soit d'accentuer ou d'induire un peu les sensations du spectateur. Et en fait, on est parti de cette expérience-là parce que tout est parti d'une discussion que j'ai eue avec vous. Je disais que finalement, on était très analytique par rapport à une image, par rapport à un scénario, par rapport à un acteur, on peut se dire qu'on le trouve bon, qu'on le trouve mauvais, qu'on le trouve beau, qu'on le trouve moche. On peut trouver un scénario intéressant, on peut trouver une image belle, un plan large, un plan serré, mais par rapport au son, on est beaucoup moins analytique. C'est une matière qu'on subit beaucoup plus. On n'est pas capable tellement d'analyser. Ça a été beaucoup dit d'ailleurs sur la musique, sur l'intervention qui vient de passer. Et donc on trouvait qu'effectivement ça rentrait peut-être plus dans ça croisait plus vos expériences à vous. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer une séquence, on va vous la montrer à l'état brut, avant le mixage, et puis mixer, et puis on essaiera d'expliquer un peu les différences. Et on commence par quoi du coup? Vous préférez voir d'abord la séquence brute puis mixée ou l'inverse? C'est pas du tout ce que tu avais prévu? C'est pas ce qu'on s'était dit. Non, c'est pas ce qu'on s'était dit, mais je pense qu'en fait c'est plus. Donc on vous montre la séquence que vous avez. Et donc le spectateur de cinéma voit la synthèse de toutes ces étapes que j'ai résumées. Et il juge ça comme étant le film, en fait, ne se rendant pas compte forcément qu'il y aurait eu d'autres choix possibles. Donc là, c'est la séquence sortie de montage, et après, on vous montrera la séquence mixée. Seigneur, nous vous rendons grâce pour cette journée, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous vous rendons grâce pour la beauté de la création. Bénissez notre nuit, veillez sur elle, et renouvelez nos forces pour demain. Amen. Amen. Amen.
c'est comment Sylvain reçoit la séquence, en fait. Ah, pardon. Donc ça, ce que vous avez vu, c'est comment lui, quand il attaque son travail, il reçoit la séquence comme ça, après quelques semaines de montage. Et donc là, on entend la version avec montage son et mixage. Et mixage, oui, voilà. Donc c'est passé entre les mains de deux nouvelles subjectivités qui viennent s'additionner, donc le monteur son et le mixeur. Nous avons vécu ensemble. Nous vous rendons grâce pour la beauté de la création. Bénissez notre nuit, veillez sur elle, et renouvelez nos forces pour demain. Amen. 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 On a tout dit. Non, je sais pas. En fait, vous voulez peut-être ça parle de tout seul. En fait, peut-être vous voulez poser les questions directement. Ah non, il faut qu'on explique. Ok. En fait, tout est retravaillé en fait. Et l'idée, c'est de, évidemment, on change pas la scène. La scène reste ce qu'elle est. Toutes les intentions de la scène sont posées au montage, mais on la précise. Alors, vous voulez qu'on détaille? En gros, les respirations sont refaites, les vents sont renforcés, les pas sont renforcés, l'éloignement, les off sont renforcés, ce qui fait qu'on accentue la sensation d'isolement Et en fait, toutes ces augmentations de sensations sont censées créer du récit, ou en tout cas accentuer le récit. Les voix des compagnons qui s'éloignent sont éloignées et réverbérées, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont plus loin. Et puis un autre exemple qui est peut-être plus simple à comprendre, c'est quand ils courent là, sur la crête de la montagne avant d'attaquer la partie avec les caillouteuses. En fait, là, sa voix s'éloigne et en fait, il y a une rupture de son qui fait qu'il y a une ellipse. On crée une ellipse, en fait, on crée un éloignement puis un rapprochement qui fait qu'en fait, on augmente la perception de la dilatation du temps, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire que ces deux événements s'enchaînent, on se dit qu'il s'est passé du temps entre les deux événements, ce qui a pour conséquence inconsciente sur le spectateur, que les compagnons se sont éloignés encore plus, que donc il est encore plus isolé, que donc sa chute ça aggrave encore les conditions de sa chute, etc., etc. En fait, je pense que l'ensemble de ce travail-là accentue la sensation d'isolement, de perdition, quoi. Voilà.
Donc c'est un exemple de comment le son, à image égale, là il n'y a pas une image qui est changée, c'est exactement les mêmes images, à image égale, comment le son induit l'émotion en fait, du spectateur. Tu veux rajouter quelque chose? C'est en effet sans changer la séquence, parce que les intentions de mise en scène sont quasiment toutes là dans la première version, et c'est appuyer les idées déjà présentes en effectivement grandissant les espaces, l'éloignement entre les gens, la solitude, les ruptures d'ellipses, juste avant la chute, tout à coup faire une rupture sonore beaucoup plus forte pour accentuer le danger, toutes ces choses-là. Donc c'est sans ajouter d'éléments en particulier. Bon, on a rajouté des vents, on a rajouté des pas, des bruitages, mais sans modifier la séquence, puisqu'elle a été construite et réfléchie et pensée pendant des mois au montage image. En tout cas, continuer à appuyer les intentions de mise en scène. Et l'acteur a rejoué aussi quelques réactions. Hein. Il y a quelques cris, oui, le cri de la chute, par exemple, dans le Pierrier, on dit, a été refaite en post-synchro. Je pense qu'il y a un cri ou deux de lui qui appelle, qui sont mélangés à des vraies prises de son direct. Il y a des choses. Et ce qui serait intéressant, peut-être, t'explique, c'est que déjà, s'il faut essayer beaucoup de choses pour arriver à ce résultat-là, et quelle est l'intervention du mixeur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes au mixeur, et qu'est-ce que le mixeur, et quelle est la valeur ajoutée du mixage par rapport à ce que tu fais? S'il y en a une. Il y en a une. Donc oui, on fait beaucoup d'essais. Le cri de la chute, on en a essayé, je ne sais pas, 58, plus ou moins long, plus ou moins court. On en a réenregistré, vous en avez enregistré 200 sur le tournage, on en a enregistré 100 en post-synchro. Et on essaie des rapports de niveau, on essaie des sons, on essaie des sons ajoutés, on les enlève, on les déplace. Le fait d'ajouter un son change le rythme d'un plan, change la durée, change le sentiment qu'on a du positionnement du personnage, ce qu'il est, voilà, plus ou moins. Donc tout ça est très délicat et évidemment qu'il y a des allers-retours. Peut-être ce qu'il faut qu'on explique aussi par rapport à la recherche, c'est qu'on travaille avec des machines extrêmement puissantes et chères, au mixage et à l'étalonnage, et ce qui peut être un avantage mais aussi un inconvénient. C'est-à-dire qu'on a quand même des machines dans lesquelles on peut faire, je dirais moins pour les logiciels de montage qui me paraissent plus basiques, mais je parle sous le contrôle du monteur. C'est des machines extrêmers puissantes dans lesquelles on peut faire, par exemple, vraiment, le mixeur il a le choix d'élargir les vents, de les rendre plus graves, plus aigus, de mettre des reverbs à non plus finir, etc. À l'étalonnage image, c'est pareil, on peut vraiment faire basculer une scène entièrement dans la pénombre, ou l'éclaircir, la rendre beaucoup plus contraste, la rendre beaucoup plus douce, travailler par zone, donc on peut faire ressortir un visage à l'avantage d'un autre, etc. etc. Ces machines sont extrêmement dangereuses en fait, et elles sont extrêmement avantageuses. On peut vraiment sauver des séquences, mais on peut aussi vraiment totalement les abîmer, les massacrer. Donc voilà, donc c'est aussi on passe aussi par toutes ces étapes parce que les machines de montage sont aussi très sophistiquées. On passe aussi par toutes ces étapes parce qu'on a aussi tendance à essayer énormément de choses, et que souvent aussi l'exercice c'est de revenir toujours et encore à la narration. C'est-à-dire c'est aussi un exercice d'imagination, d'inventivité, mais aussi d'humilité, dans le sens où le scénario ou l'acteur, comme tu disais ce matin, doivent toujours rester le centre de l'outil, et que la machine technique du cinéma ne doit pas noyer le récit, ce qui fait qu'après un spectateur va avoir simplement une relation au personnage en fait, et que c'est cette relation du spectateur au personnage qu'il faut protéger sans cesse. Voilà, en gros. Est-ce que vous voulez... vous nous rejoignez? Vous venez? Vous venez nous voir? Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce petit exercice? Bah, t'as tous les droits, hein, t'es chez toi. Oui. Ok. Pendant la première fois qu'on s'était vus, donc moi j'ai toujours pas tout compris, mais parce que je suis un peu lente.
il me semblait que tu m'avais dit, plus on rajoute de l'information, et qu'il y a des moments, du coup, tu vas être obligé de recouper le film. Est-ce que c'est après, justement, cet ajout de son ? Ça arrive. Et Moi, je trouvais ça très intéressant. Tu avais dit ça augmentait, ça changeait le temps. Oui, mais parce que là, ça élargit bien au-delà de la question du mixage. C'est global. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense, mais ça. Alors, nous, en fait, on est des artisans. Hein. C'est important de le dire parce qu'on a. Moi, dans tout ce que j'entends, que vous dites, vous les chercheurs, il y a beaucoup de choses que je reconnais par observation, en fait. J'ai pas d'explication, mais ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai pu observer à force de faire des films, en fait, juste tout simplement. Et donc, effectivement, je pense que l'empathie, c'est de l'information. C'est-à-dire, et c'est ce que tu as expliqué ce matin. Tu dis finalement, on a plus d'empathie pour son cousin, sa femme, son beau-frère que pour l'étranger ou pour la personne qu'on connaît pas. Donc, c'est exactement la même chose. Ça, c'est des questions qu'on travaille beaucoup au scénario. C'est quelles informations on a sur les personnages et comment on les gère. C'est-à-dire, est-ce qu'on les a tout de suite, au bout de 20 minutes, au bout de 40 minutes, etc. etc. Et on sait tous que plus on a d'informations sur le spectateur, plus on va mettre sur le personnage, plus on mettra le spectateur de son côté, globalement. Et avec toutes ces étapes, c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'on travaille vraiment par couches. Plus on met de couches sur un scénario, plus on met d'informations. Alors souvent les films sont financés sur scénario, donc les gens dans un scénario veulent tout lire, tout voir. Et en fait, on se rend compte qu'aussi le travail de cinéma, des fois, c'est de retrancher par rapport au scénario. C'est-à-dire que comme l'acteur a apporté une information supplémentaire sur le personnage, le costume, le décor, la mise en scène, le travail de la caméra, le travail du montage, le travail du son et tout ça, c'est la musique, n'en parlons pas, qui vient encore donner des indicateurs très forts. L'accumulation de toutes ces informations fait que des fois, effectivement, on a besoin de dégraisser. Donc c'est ce qu'on fait au montage, on enlève des choses, on enlève des dialogues, et des fois, alors, on essaie d'avoir réglé tous les problèmes à la fin du montage, mais ça arrive qu'au mixage, les scènes sont tellement reprécisées, il y a des intentions qui réapparaissent qu'effectivement, il arrive qu'on coupe même après mixage. Voilà. On évite, hein. C'est pas une pratique, mais ça arrive. Le mixage est le lieu de projection sur grand écran. C'est le lieu où on se rapproche le plus de la salle de cinéma, puisque c'est un auditorium qui ressemble à une salle de cinéma avec une projection, un écran. Quand on est dans nos salles de montage, on est face à une télé. C'est là aussi où on se rend compte des rythmes, on a une vision du film qui est moins morcelée que celle du montage et du montage son. Oui, on peut dire que chaque étape est une nouvelle révélation du film. Disons que bizarrement, l'étape la plus opaque, c'est le tournage, en fait. Le tournage, c'est une espèce de course contre la montre où on doit fabriquer les images, on essaie de les fabriquer le mieux possible, d'en avoir le plus possible, mais finalement, c'est peut-être l'endroit où on a le moins de regard sur le film. On est dans l'action, quoi. Voilà, on essaie d'emmagasiner des choses, mais sinon les étapes suivantes sont vraiment des étapes de révélation. Voilà, donc on approfondit notre connaissance de l'objet au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on affine cette connaissance de l'objet, normalement, on l'améliore. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans les cris de la chute. Pourquoi vous avez... Vous avez entendu les différences ou pas déjà? Oui, mais... Ah bah alors vous pouvez le dire. Ah non, en fait... Dans mon souvenir, non, il était trop long, non? C'était un cri trop long, donc qui n'était pas tout à fait dans le rythme de la chute. C'est-à-dire qu'il manquait de... Je vais dire un mot qui n'existe pas, de soudaineté, quoi. Je sais pas comment... Voilà, il manquait de spontanéité. De toute façon, c'est un cascadeur qui est tombé. Alors, on va rentrer dans les secrets de fabrication. C'est un cascadeur qui est tombé, donc de toute façon, il ne pouvait pas crier en direct, puisque c'était pas la voix de l'acteur. Donc de toute façon, déjà, c'était des faux cris. L'acteur, en regardant le cascadeur, a reconstitué un cri sur le tournage. Il a fait des cris. Donc déjà, les cris qui étaient sur la copie travail, que vous avez entendu dans la première version, sont déjà des cris fabriqués, voilà, collés. C'est pas le cri de la chute. En fait, le cri de la chute n'existe pas. Évidemment, le cri de la chute existerait, ce serait beaucoup plus simple. On essaye toujours de protéger la prise directe, enfin la chose spontanée de l'acteur, mais ça n'existe pas. Donc, de toute façon, on est dans un processus de reconstitution. Et on n'est pas content des cris, on en a essayé beaucoup, voilà, on n'est pas content. Même on les découpe, c'est-à-dire
on coupe, on taille à l'intérieur des cris pour le raccourcir, mais ça marche pas. Enfin, je sais plus toutes les étapes. Donc finalement, on demande à l'acteur de le refaire en studio, ce qui est quand même très compliqué, parce qu'il est dans une pièce comme ça. Enfin voilà, il y a ni vent, ni froid, ni pente, ni rien. Et puis finalement, il y arrive, et voilà. Et c'est le cri qui est dans le film à la fin. Alors, je vais juste... Oui, pardon. Le cri joue... c'est une pièce du plan. Ce n'est qu'une pièce du plan, en fait, où il y a le raccord pour voir le moment de la chute, où il y a les cailloux. C'est un ensemble sur lequel on travaille. Et c'était pas si simple là, pour qu'il y ait une crédibilité dans la chute, qu'on a l'impression qu'il se fasse vraiment mal. Et effectivement, c'est une fausse chute, un cascadeur qui s'est tombé, et quand on voit le plan à nu, on voit un cascadeur qui tombe, et il faut qu'on rende la chose crédible et que le personnage se fasse vraiment mal, quoi. Et pour revenir à la question de l'empathie, je pense qu'un de nos plus importants... Je ne parle pas du cinéma de genre, on est sur d'autres codes, hein, mais dans un cinéma plus réaliste, plus naturaliste, un de nos plus grands travaux, c'est de rendre les choses les plus crédibles possibles, parce que je pense que la crédibilité... effectivement, augmente l'empathie du spectateur. Et même des fois, la critique qu'il peut y avoir sur certains films, c'est que les gens trouvent ça trop crédible. Ça paraît incroyable, mais j'ai déjà entendu ça. Je voulais juste reprendre le début de questions de Julie. Et justement, pendant le premier entretien, quand on parlait de cette quantité d'informations, tu nous as dit que justement, quand on arrive à cette dernière phase et puis au produit final, on apprend aussi qu'il faut faire jouer les acteurs de façon un peu plus... Enfin, il faut faire baisser les émotions. Après, je ne sais plus comment on a défini ça, mais est-ce que justement toute cette connaissance globale sur le film, comment elle va impacter la façon où on va faire jouer les acteurs? C'est un élément parmi d'autres, le jeu des acteurs. Le problème, c'est la gestion de l'ensemble des informations. C'est-à-dire que des fois, il y a trop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont surscénarisés, il y a trop d'événements scénaristiques, effectivement, l'acteur va trop surjouer. Parce que chacun, il faut comprendre que c'est une somme d'individus qui interviennent dans une fiction qui est collective, en fait. C'est des individualités très fortes qui veulent exister, quand même, par leur travail, dans un objet qui va être collectif. Un chef opérateur qui va vouloir faire des plans trop sophistiqués, un mixeur qui va vouloir trop mixer le film, mettre trop de son, un musicien, moi j'ai déjà eu ça, j'ai travaillé avec un musicien, c'est un bon exemple, il m'a joué la musique sur son piano chez lui, c'était magnifique, et puis j'ai dit ah super, et franchement après on a été enregistrer les violons là-bas, les cordes ici, je sais pas quoi, enfin il y avait des couches à non plus finir de son, et plus il en mettait, pire c'était, quoi. C'est-à-dire que il m'aurait enregistré son piano chez lui, ça aurait largement suffi, en fait, pour dire. Donc il faut gérer le fait... C'est vrai qu'on parle souvent, pas forcément du travail comme ça, mais c'est vrai que c'est une cohabitation, en fait. Voilà. Il y a tous ces secteurs qui cohabitent les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'un des travaux du metteur en scène, c'est d'arbitrer entre tous ces secteurs et de dire, eh ben, là, c'est le jeu de l'acteur qui va privilégier. Non, là, c'est le scénario. Là, c'est le travail de la caméra. Là, c'est le travail du son. Mais c'est vrai que si on fait tout coexister au maximum, ça marche pas. C'est indigeste. Mais pour revenir à l'émotion, tu nous avais dit justement que parfois, il faut dire à l'acteur de ne pas montrer trop d'émotion parce qu'après, on sait qu'on va ajouter... Ah bon, j'ai dit ça? Je me souviens pas avoir dit ça. Donc... Si, j'ai dit ça. Que parfois, il faut un peu demander de ne pas en faire trop. Il n'y a pas de règle. Parce qu'on sait qu'il y aura de la musique, il y a pas de règle, on va jouer sur plein d'informations. Je sais plus dans quel contexte j'ai dit ça, mais là, je le recomprends pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de règle. Il y a des scènes qui fonctionnent où l'acteur va être extraordinaire et la scène va marcher sur l'acteur et il faut rien d'autre. C'est-à-dire que le travail, ça va être de justement pas accumuler les plans, de garder un plan séquence. Un plan séquence, c'est clair pour tout le monde, c'est-à-dire voilà, un plan en continuité, de pas rajouter de son, de pas rajouter de musique, de surtout rien rajouter parce que l'acteur est là, il est à nu devant vous et que c'est ça. Et moi, je partage ce que tu disais ce matin, que voilà, que l'acteur c'est ce qui est de plus... C'est ce qui est le plus important. Mais non, franchement, il n'y a pas de règle. Mais effectivement, il y a des scènes où le jeu de l'acteur, quand il est trop fort, c'est pas bon, quoi. Carole rigole. Victor, tu as des questions? Ah, pardon. Non. Moi, je voudrais savoir s'il y a des chercheurs en sciences cognitives qui s'intéressent au cinéma qui peuvent répondre à la question suivante et savoir aussi ce que Cédric et vous en pensez.
Et par mon métier précédent, j'ai plusieurs fois eu, mais pas mal de fois même, eu l'occasion de vivre ce qu'on a vécu là, mais à l'envers. C'est-à-dire, ou non, comme ça, pardon. Voir d'abord la scène non mixée, puis du temps passe et on voit la scène mixée. Et j'ai toujours, et encore là, l'impression que je lis mieux les images, que je vois plus les images, que je vois plus de choses dans les images, dans une image mixée. Mixé. Ouais. Mixé. C'est-à-dire une fois que le son a été retravaillé in fine, quoi, la touche finale, j'ai l'impression que de plénitude, que effectivement j'ai encore plus d'informations, alors que ce sont des informations sonores que vous avez rajoutées, mais d'informations visuelles. Et c'est pas qu'une fois que ça m'est arrivé. Donc la question c'est comment le son sert l'image, déplie devient l'image. de l'image, quoi, ou devient de l'image, quoi. Oui, ben c'est un peu ce que je vous expliquais, qu'on n'analyse pas le son, mais qu'il a une induction très forte. Par exemple, là c'est pas probant sur cette scène-là, parce que je trouve que le rythme n'est pas très bougé par le mixage, mais il y a des scènes où vraiment le rythme de l'image, donc l'image est totalement transformée par le mixage. Mais peut-être toi tu as une réponse à ça. Ou par rapport au décor, comment est-ce que le décor vit, c'est ça dont vous parlez, la lecture de l'espace, le ressenti de l'espace. Voilà, c'est ça. Effectivement, on travaille beaucoup sur les espaces. Là, dans la montagne, effectivement, en jouant sur des effets de réverbération, on place ses camarades avec ces effets de réverbération. Donc lui, on a cette sensation de distance. Et sinon, sur un décor de cinéma qu'on tourne en studio, effectivement, le son aide vachement à faire vivre le décor, puisqu'on va caractériser l'endroit en lui donnant une acoustique, en lui donnant un environnement par les sons. Si on met un son de gare, la pièce là où on a tourné sera tout à coup à côté d'une gare. Voilà, ça donne effectivement, on travaille beaucoup là-dessus, sur caractériser les espaces et ancrer le personnage dans un environnement et toutes les émotions qui vont avec. Un environnement agressif, un environnement apaisant, un environnement très prosaïquement, mettant des oiseaux, de la pluie, des orages, du vent, un truc froid. Bon, voilà, c'est très bête, mais c'est des moyens d'action. Et là, on a joué beaucoup sur l'espace, effectivement. La notion de distance, la notion le fait qu'on fasse des ruptures de son, on a l'impression qu'il parcourt de la distance. Donc oui, on travaille beaucoup au son sur le décor. Et pour rebondir sur les deux interventions précédentes, d'ailleurs, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur les graves et les aigus, sur le traitement des voix notamment. C'est-à-dire que, et c'est vrai, c'est dommage, j'aurais aimé que vous développiez l'histoire de ce par quoi vous avez introduit tout à l'heure en disant que finalement de faire des scènes qui font peur c'est très facile, mais que la comédie c'était un enfer. Et par exemple, pour ce qui concerne le son, je trouve que de mixer des scènes légères, drôles, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire que dès qu'on rajoute des sons, dès qu'on rajoute des ambiances, dès qu'on surmixe un peu trop les voix pour faire des belles voix un peu graves et tout, la comédie, la légèreté s'échappe très très vite. Donc voilà, c'est aussi des fois, c'est faire des choses, le travail du son, mais c'est aussi des fois de savoir ne pas faire de choses. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un va-et-vient permanent entre du rajout et du retranchage. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est une question très personnelle, je voudrais savoir si vous avez un site ou quelque chose pour retrouver tous ces sons, ou c'est au mixeur de le faire au cours de sa carrière. Non, c'est des sons qu'on accumule au fur et à mesure, des films, des sons qu'on enregistre nous. Et comment faire il y a des banques de sons qui existent, qui sont vendues dans le commerce. Bon, maintenant il y a des sonothèques en ligne auxquelles on peut accéder. Voilà, et tu la vends la tienne ou pas? Non. Est-ce que tu as une carte bleue? En réponse à la question qu'on a fait avant, et je pense que les mixeurs créent un peu, comme vous avez dit, un espace 3D, et comme ça, et peut-être qu'ils guident
où on doit poser notre attention. Les sons, c'est les indices qui nous disent où mettre l'attention. Et comme ça, c'est peut-être qu'il semble que la scène est plus complète. Je pense. Oui, on essaie de guider. Alors après, on ne fait que suivre, on essaie de respecter les intentions de mise en scène. Oui. Mais en tout cas, dans une certaine mesure, on peut aider à ça. Oui, que vous créez comme une espèce de flow qui nous guide notre attention avec aussi les montages. Et, par définition, le son crée du off, hein, quand même. C'est principalement. Enfin, à part les précisions, c'est vraiment, donc ça crée quelque chose qui effectivement est au-delà. Finalement, le cadre de cinéma, c'est une limite en fait, hein, par rapport à la perception. Notre émotion, elle est multidimensionnelle. D'ailleurs, les salles de cinéma sont équipées avec du son sur les côtés, derrière, devant, alors que l'image reste une chose en 2 dimensions face à nous. Donc effectivement, il y a quand même une dimension du son qui est plus large que la dimension de l'image. Et ça aussi, il faut le gérer, parce que des fois, quand le son est trop grand par rapport à l'image, c'est gênant, ça peut créer une gêne. Est-ce que ça revient, c'est ma façon de dire la même chose que la question d'avant, mais est-ce que vous positionnez pas aussi un spectateur, enfin un auditeur dans la scène? J'ai eu l'impression, par exemple, sur La Chute, sur la version rough, quoi, que le son s'éloignait de moi en tant qu'auditeur, c'est-à-dire qu'il descendait avec le personnage qui tombait. J'ai eu l'impression de l'observer à distance, qui crée un effet de perspective perspective psychologique, un effet de cette pauvre personne qui dévale le truc, qui disparaît dans le néant finalement, quoi. Alors que j'ai l'impression que la version mixée, le son était beaucoup plus en champ proche, quoi. Et du coup, je suis tombé avec la personne. Est-ce que oui, vous, c'est ça. On augmente l'identification. C'est ça. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si l'identification est le bon mot, parce que moi je suis toujours un peu perdu entre empathie, identification, sympathie, tout ça. Mais tout le travail, quand on dit d'augmenter la narration, c'est augmenter de l'identification. Donc en fait, c'est un peu ce que je disais quand je disais on éloigne les voix des compagnons qui sont en accentuant son sentiment de solitude. On rapproche le spectateur du parce qu'en fait, protagoniste. Oui, c'est ça. On n'entend pas ce qu'il entend lui. Enfin, je veux dire, on pourrait ne pas entendre ce qu'il entend lui. On pourrait l'entendre à 20 mètres de lui, et ça nous met, nous, spectateurs, dans une position différente que le personnage principal. On enlève un peu d'objectivité et on essaie de rajouter de la subjectivité, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'on essaie d'être le plus... Je pense, tout le travail du son, c'est vraiment de se rapprocher... Mais en fait, c'est le même travail qu'on fait avec la caméra, sauf qu'on c'est un cadrage, fait sur le tournage. Oui, c'est du point de vue, en fait. De toute façon, tout ça n'est qu'affaire de point de vue. C'est-à-dire qu'on commence par essayer d'avoir un point de vue quand on écrit le scénario, puis quand on filme, on essaie de se rapprocher, d'aiguiser ce point de vue. Et en fait, à cette étape, le montage, n'en parlons pas. Le montage, c'est encore plus ça, puisque on doit synthétiser le tournage, le filmage et le scénario. Et à cette étape du son, à nouveau, on essaye encore de recréer, d'accentuer le point de vue. Donc effectivement, on essaie de créer une proximité plus grande entre le spectateur et le personnage principal. Et puis là, l'objectif, c'était qu'il ait mal, puisque la suite, voilà, on voit qu'il est très blessé et ça impacte sur la suite du film. Donc, il a d'autant plus mal, on ressent d'autant plus qu'il a mal qu'on reste avec lui, forcément, ce qui nous permet d'avoir les cris plus présents, d'entendre le choc contre la pierre. Et donc, voilà. C'était... Alors pour le coup, on est tous des spectateurs de cinéma, hein. On est à égalité. Je pense que c'est l'exigence principale du spectateur de cinéma, c'est l'identification. Après, il peut être d'accord ou pas d'accord avec l'histoire qu'on lui raconte, préférer les comédies ou le métal. Enfin bon, voilà. Mais voilà, je pense que les gens, ils veulent justement, ils sont dans le noir, ils sont plus avec le personnage qu'avec eux-mêmes. D'ailleurs, ça rejoint un peu une question qu'on... Ça, j'aimerais bien avoir la réponse des scientifiques là-dessus. Par exemple, moi je pense qu'on s'apitoie plus, on a plus d'empathie pour un clochard, quelqu'un qui vit dehors, un SDF, quand on le voit à la télévision, au journal télé ou dans un film, que quand on le voit en réalité dans la vie. Ça peut faire débat. Je pense que la fiction augmente l'effet d'empathie qu'on peut avoir pour une personne. Voilà. C'est une explication. Si le réel nous le montre, c'est que ce SDF qui est dans la rue
a une importance dans le film. Sinon, il ne les montrerait pas en image. Ouais, je crois, c'est la même chose, mais je crois que protégé par la salle de cinéma et par la fiction et par l'écran, je crois qu'en fait, on peut plus partager la misère de quelqu'un, en fait. Parce que la misère réelle devant nous, elle est plus difficile à supporter, en fait. Et elle nous renvoie plus aussi à notre inaction. Alors que je pense qu'on accepte plus l'inaction en étant spectateur de cinéma. Elle est tolérée. Enfin, elle est même... on n'a pas le choix, quoi. Je profite juste du micro, 2 secondes. On a parlé à plusieurs reprises, bien sûr, du son. Et quel est le rôle du silence, en fait? Quand est-ce que vous utilisez du silence? Donc, pas d'information auditive. Et quel rôle ça a pour vous? Beaucoup pour des effets de rupture. Là, par exemple, le moment où il s'éloigne sur la crête, c'est pour mieux repartir dans le vent. Ouais, pour des effets de rupture. Après, dans d'autres situations, c'est pour mieux réattaquer ou isoler un personnage. Mais bon, encore une fois, dans un esprit de dynamique, jouer sur la dynamique d'une émotion, d'autres utilisations. Oui, enfin, mais ça, ils l'ont très bien expliqué ce matin, c'est vraiment des histoires de contraste. Un silence ne s'entend que parce qu'il sort d'une séquence soit musicale, soit bruyante. Mais surtout, moi, je pense que le silence est un son. Je le différencie pas, c'est un son comme un autre, quoi. C'est une matière comme une autre, et en général, ça crée de la tension. Ça crée une forme de tension, c'est-à-dire que surtout quand en plus on n'est plus tellement habitué au silence, on est quand même habitué à des fictions pleines, surtout à la télé où il y a une nécessité de rythme et que les gens décrochent pas. Par exemple, je trouve que c'est une des vertus du cinéma en salle, c'est de prendre le temps de pouvoir rester un peu dans le silence. Oui, pour revenir aux émotions, je suis ici. Je me demandais où dans ces différentes couches, à quel niveau on pouvait travailler pour faciliter le travail, enfin le passage d'une émotion à une autre. Parce que ce qu'on a dit un peu tout au long de ce colloque, c'est que les films sont intéressants du point de vue de la science, notamment parce qu'ils sont dynamiques. Ils ont une complexité un peu émotionnelle. On peut passer du rire aux larmes dans un film, par exemple. Et à la fois, donc on a cet effet-là, et en même temps, les émotions durent dans le temps. Donc est-ce qu'il y a des techniques ou certaines couches sur lesquelles vous travaillez tous les deux qui permettent de créer une rupture, par exemple, ou de faciliter le passage d'une émotion à une autre? Ça, je dirais que ça se fait pas exactement à cette étape-là. Je pense que de toute façon, l'étape, c'est horrible, hein. Toutes les étapes sont majeures dans le cinéma, mais l'étape majeure, c'est l'écriture du scénario. C'est le grand paradoxe du cinéma, c'est que c'est d'abord et avant tout de l'écriture. Et je pense que toutes les intentions d'un film sont posées dans le scénario. C'est-à-dire que ces ruptures-là, justement, entre le tragique et le comique, elles sont déjà préexistantes. Un comédien ne peut être bon qu'avec une partition bien écrite. Un travail de filmage ne peut être inspiré que sur une partition aussi assez précise. Enfin voilà, c'est tout cet outil cinéma. Je reviens un peu à la puissance de l'outil cinéma. S'il n'est pas au service d'une chose bien pensée, je pense que ça marche pas en fait. C'est le fameux proverbe que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent bien, etc. Voilà, je trouve que au cinéma, enfin moi je me le rappelle tout le temps en fait, parce qu'en fait on voit bien au montage par exemple qu'on bute très vite sur des problèmes de scénario. Et en fait à chaque fois qu'on a un problème, à n'importe quelle étape que ce soit, c'est un problème de scénario. Et un acteur qui arrive, alors un mauvais acteur il est mauvais, mais un bon acteur qui n'arrive pas à jouer une scène, c'est qu'il y a un problème de dialogue. Et s'il y a un problème de dialogue, c'est qu'il y a un problème de définition du personnage à l'intérieur de la séquence, etc. etc. Donc en fait, quand même, on ne se sort jamais des problèmes de scénario. Et d'ailleurs, le scénario est souvent l'étape la plus longue dans la fabrication d'un film. C'est ce qui prend le plus de temps. Alors, nous, on a préparé 150 questions pour vous, mais bien sûr, vous me faites signe si vous voulez poser des questions. Comme ça, je vais... C'est bon, j'aurais mis la pression parce que j'avais dit que je n'avais rien à dire.
Je voulais vous demander si le réalisateur est toujours le meilleur juge de l'émotion qu'il veut transmettre. Non, le pire. Non, mais franchement, je dis pas ça pour dire un bon mot. Le metteur en scène, il est le garant des intentions, en fait, je dirais. C'est-à-dire que c'est lui qui a rêvé le film, c'est lui qui le porte émotionnellement, justement, et justement parce qu'il le porte émotionnellement et organiquement, enfin voilà, je pense qu'il est le plus mauvais. C'est compliqué. Ça, c'est une question vraiment compliquée. Il est à la fois le meilleur et le pire spectateur. Je trouve que c'est une question pour le monteur, ça, parce que non, mais vraiment, je trouve que tu pourrais y répondre parce que le monteur, on dit que c'est un peu le psychanalyste du metteur en scène. C'est celui qui le réceptionne souvent très fatigué, très éprouvé, un peu déçu par son tournage, parce que c'est vrai que le tournage, c'est un lieu de frustration, d'abandon, et on est même si on a énormément de moyens, on est toujours limité en moyens, les journées s'arrêtent, l'équipe veut rentrer à l'hôtel. Enfin voilà, c'est très réel le tournage. On écrit un film et c'est un rêve en fait. On rêve éveiller un film et puis l'épreuve du tournage c'est une épreuve extrêmement réelle où on est confronté qu'à des problèmes réels. On voulait tourner au soleil et puis il a plu toute la journée. Enfin bon, je vous passe tout ce genre de galères. Et le monteur, il récupère le réalisateur dans cet état de déception, de fatigue. Et on doit reconstruire le rêve au montage. Finalement, il doit dire mais non, il est là ton film. Ou alors accepter un peu de le transformer. C'est-à-dire se dire bah ça c'est le film que tu voulais faire. Et puis maintenant, mais je crois que tu l'as dit un peu ce matin d'ailleurs. Et puis maintenant voilà les images et voilà le film qu'on peut faire. Et d'ailleurs, j'ai appris ça il y a pas longtemps. On dit réalisateur en fait. Ça s'appelle réaliser en fait. Rendre réel cet objet. Et donc pourquoi je disais ça? Du coup, je sais plus quelle est l'origine de la. Non, donc voilà. Donc le monteur, par exemple, il est essentiel dans ce rapport au film. C'est-à-dire que lui. D'ailleurs, on a toujours un partenaire. À chaque étape, on change de partenaire, mais on a toujours un partenaire privilégié. À part le producteur qui est le seul à suivre entièrement la fabrication du film, on vit très en fusion avec le scénariste, puis très en fusion, je dirais, principalement avec le chef opérateur et les acteurs. Puis on est c'est vraiment on forme un binôme avec le monteur. Puis voilà, c'est une course de relais. Et chaque partenaire nous abandonne au partenaire suivant. Après, je suis enfermé au montage son avec le monteur son. Et puis après, ça recommence avec le mixeur. Et finalement, chacun est le relais en fait. Non, c'est très important. En tout cas. C'est très difficile, par exemple, quand on sent que le monteur ou ce partenaire privilégié n'aime pas le film ou n'adhère pas totalement au film. On a vraiment besoin de son regard, on a besoin... Oui, d'abord parce que c'est très endurant de faire un film pour un metteur en scène, c'est 2 ans. Donc le désir s'émousse, l'émerveillement s'émousse, et donc on a besoin de ces relais émotionnels, pour le coup. Enfin voilà, de gens qui vibrent pour le film, qui vous font à nouveau vibrer pour le film. Et puis ils objectivisent les choses. Alors après, ça peut aller jusqu'aux projections tests, Puis alors après, il y a un défilé des personnalités avant qu'on finisse le film. Il y a les producteurs, il y a les financiers, il y a tous les partenaires financiers. Donc ça fait énormément de gens qui viennent vous donner leur avis. Donc c'est toujours pareil, c'est très précieux et en même temps c'est très dangereux parce que on peut perdre le film dans les opinions, dans tous ces avis-là. Si on écoute trop, on peut vraiment perdre quelque chose qui est de la singularité du film. Mais en même temps, on a besoin. Enfin, par exemple, moi, je vais vous faire une réponse qui, à mon avis, correspond à votre question. C'est-à-dire que moi, je ne tiens jamais compte des avis personnels. J'essaie de tenir compte de ce qui se croise, en fait. C'est-à-dire que si une chose m'est répétée plusieurs fois, alors elle commence à prendre corps et je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Mais là où, par exemple, c'est une matière quand même très étrange, le cinéma, c'est que, par exemple, tout le monde va vous dire cette scène est ennuyeuse, ou il faut couper cette scène, ou elle ne fonctionne pas. Et ben, le problème n'est pas forcément sur cette scène-là. Le problème peut être 10 ou 15 minutes avant dans le film. Et c'est en réglant ce problème 15 minutes avant dans le film, sans toucher à la scène fonctionnera. Donc il y a aussi tout un jeu d'induction, en fait. C'est un peu ce qu'on a montré avec le son. C'est-à-dire que là, par exemple, on a refait des sons avec le jeune acteur. Et quand on revient sur les sons d'origine, il fonctionne. Parce que le son refait aide le son d'origine. Enfin bon, voilà, etc. C'est un petit peu en dehors des émotions, mais c'est quand même, à mon sens, à voir.
fabriquer un film, comme fabriquer de la musique ou écrire un livre, il y a le degré d'interprétation qu'on laisse au spectateur, à l'auditeur, etc. Et il y a cette façon soit de rendre plus lisible, plus facile, de décoder ce que vous aviez en tête, soit de lui faire confiance qu'il va lui-même ou elle-même créer quelque chose à partir de vos idées, vos fantasmes, etc. Et par exemple, quand j'ai vu les deux versions, je vous connais pas en tant que... Donc j'avais pas d'a priori sur ce que j'allais voir, mais comme il y avait du brouillard, de la brume, etc., j'ai pensé Tarkovsky. Bon. Et en écoutant les deux versions, je me rends compte a posteriori que j'ai pensé à ça. Et je préférais la première version parce que j'avais l'impression qu'on me tenait pas par la main. Ah, bon, t'as bien vu. Qu'il y avait une espèce de surlignage dans le deuxième. Et du coup, ça me pose cette question de façon générale. D'augmenter la lisibilité. Oui, c'est la question de la gestion des informations, voilà. Bien sûr. Et donc, de toute forme d'art, finalement, je suis face à un héros de co, il y a une ambiguïté. Ça me rejoint chez moi une question sur le rapport entre l'ambiguïté et le génie. Tout est une question de curseur. Je peux répondre. Voilà. C'est toute une question de curseur. C'est-à-dire que moi, je suis pas loin d'être d'accord avec vous. C'est-à-dire que je peux, il le sait, hein, Sylvain, au mixage, je passe mon temps à faire enlever des ambiances, enlever des informations, enlever des cloches, des aboiements de chiens, etc. Parce qu'effectivement, j'essaie de me rapprocher de la copie travail, parce que je trouve qu'elle est plus mystérieuse, qu'elle est moins chargée en informations, etc. Mais il faut quand même comprendre que le résultat auquel on arrive, en imaginant que vous regardiez pas la première version, pour des gens, pour des vendeurs de films, pour des marchands de films, c'est déjà extrêmement peu informatif. Non mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est tout ça. Mais on en a parlé aussi. Moi je trouve que le cinéma de genre, par exemple, est beaucoup plus indiqué. Il y a moins d'espace d'interprétation pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on doit avoir peur, on doit rire, on doit avoir des sensations dans une scène d'action. Le cinéma d'auteur laisse déjà plus de marge d'interprétation au spectateur. Et en ça, il est mécaniquement moins commercial. C'est-à-dire qu'il s'adresse à moins de gens. Et alors, on pourrait même parler du cinéma américain. Je trouve ça, on pourrait même rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'on dit que le cinéma américain, une des raisons pour lesquelles le cinéma américain marche mieux, c'est que l'américain est plus haut. Il est plus aigu, il est plus tonique. Et donc, déjà, il y a un message beaucoup plus positif qui est envoyé aux spectateurs, ce qui rend le cinéma américain plus ouvert et plus commercial. Donc, vous voyez, tout ça se vérifie, en fait, dans la pratique. Et aussi rebondir sur l'effet Kuleshov, parce que ça revient au même. Je trouve qu'on a parlé de l'effet Kuleshov tout à l'heure, mais en fait, c'est un triangulaire, l'effet Kuleshov. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui regarde un plat de pâtes ou un truc qui fait peur. C'est un spectateur qui regarde un personnage qui regarde un plat de pâtes. C'est-à-dire que le principe de l'effet Kuleshov, c'est que le personnage, il a toujours exactement la même tête. Donc lui, il regarde rien, en fait, par définition. C'est le spectateur qui va projeter une émotion sur le personnage. Et donc en fait, c'est l'émotion du spectateur qui nous intéresse. En fait, c'est pas l'émotion de l'acteur et du personnage qui nous intéresse au cinéma, c'est l'émotion du spectateur. Et donc là, dans le cas de l'effet Kuleshov, on est vraiment dans une émotion qui est ultra indiquée par rapport à ce que vous dites. Et donc, en gros, plus les émotions sont indiquées, plus on a de chances de toucher un public large. Voilà, ça c'est quand même assez mathématique. Je peux parler fort, hein, si vous voulez. Ok. Je voulais savoir, est-ce qu'en tant que réalisateur, on s'imprègne de ses collègues, d'autres réals, pour essayer de faire mieux, ou est-ce qu'on suit sa ligne directive, ou est-ce qu'on suit sa ligne directive depuis le début jusqu'à ce que ça marche? Ça n'existe pas. On est né avec des images, avec des films, on lit des livres, on marche dans la rue, on regarde la télé, on lit des journaux. Enfin, il n'y a pas de geste autonome. Enfin, on n'est pas seul sur Terre. Donc, en fait, pour moi, elle est compliquée, cette question. C'était plutôt dans le sens...
Par exemple, on dit souvent que les films de Tarantino sont reconnaissables dès la première image. Et est-ce que moi je me suis demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient essayer de copier ce que fait Tarantino pour avoir un résultat similaire, voire mieux? Et si je le mets à plus basse échelle, si je reviens en France par exemple, je me dis que certains ont des techniques de réal, de plan, etc. Et je me demande si vous... Le style, c'est pas technique. Moi, j'ai une réponse. On admire tous des cinéastes. On les imite ou pas. Des fois, on les imite malgré nous. C'est-à-dire moi, des fois, ça m'arrive de voir des choses de cinéastes que j'aime dans mes films et j'y pensais même pas. Et puis, des fois, ça, c'est intéressant. Les journalistes, quand ils me demandent les références, c'est jamais les références qu'ils ont vues, par exemple, dans les films. Donc, mais le style, ça s'imite pas. C'est pas parce qu'on va recopier techniquement le plan. Il paraît que quand Kassovitz il a fait La Haine, il regardait, je sais plus quel film de Scorsese, Taxi Driver. Non, le style, ça s'imite pas. Le style, c'est une pensée, c'est un rapport au monde, c'est souvent une vie, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du style? C'est parce qu'il y a quelque chose de très proche entre leur façon de vivre et leur façon de créer. Je voulais revenir aux émotions, qui était un peu le sujet du colloque. Est-ce que l'expérience d'acteur, comment elle va influencer, donc on joue les émotions, comment elle va influencer le réalisateur? Et est-ce que ça change quelque chose, le fait d'avoir joué les émotions en tant qu'acteur? J'étais pas là hier, j'aurais adoré écouter Anouk Grimbert. Je sais pas s'il y a des choses qui se rejoignent dans la façon dont elle aborde son travail. Moi, je trouve que c'est un travail assez proche, en fait. Avant de le faire, j'étais terrorisé, je pensais que j'en étais incapable. Et en fait, souvent on me dit, mais est-ce que votre expérience d'acteur vous sert comme metteur en scène? Et c'est tout à fait l'inverse. En fait, c'est mon expérience de metteur en scène qui me sert à jouer. Et je l'aborde exactement de la même manière, c'est-à-dire que je me pose la question du personnage, de la scène, et j'essaie de vivre la chose, en fait. C'est juste, c'est pas qu'on devient le personnage ou des choses comme ça qui sont un peu la littérature de l'acteur, mais c'est juste que en tout cas moi, le temps de la scène, j'essaie de vivre la scène. Mais du coup, ça répond pas du tout à ta question. Pardon, juste citer Anouk Grimbert hier, j'ai appris des notes. Elle dit le corps est ému et mon travail d'acteur à moi, c'est de retenir les chiens. Et d'une certaine manière, ce que tu as dit sur le mixage où tu fais enlever justement les aboiements, etc., tout ce qui est sur la retenue, ça peut être du même ordre. Oui, ce qu'on dit, c'est que ce qui compte, c'est l'émotion de celui qui regarde, c'est pas l'émotion de celui qui fait. Donc moi, on m'a assez tôt dit, on m'a dit, mais si toi t'es ému par ta scène, elle a toutes les chances d'être mauvaise, quoi. Donc l'émotion, non mais tout ça quand même ça rejoint ta question. Je trouve que l'émotion n'est pas tellement la question tellement une question dans la fabrication en fait. Ce qui compte c'est de porter quelque chose, et de savoir le dire et de trouver une forme aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement de dire je vais raconter telle histoire, c'est de dire sous quelle forme je vais la raconter, avec quelle éthique, avec voilà. Pourquoi c'est du cinéma? Pourquoi ça serait pas mieux d'en faire un tableau, une chanson ou une pièce de théâtre? C'est se dire pourquoi ce support? C'est toujours trouver une relation entre quelque chose à dire et le support sur lequel on le dit. Pourquoi ce support? Ah ben ça, c'est une question que je me pose à chaque film. Pourquoi j'ai choisi de faire du cinéma? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, je me sens à l'aise là. Par exemple, si je devais écrire un livre demain, je serais très inhibé. Pourtant, tu es scénariste. C'est pas un livre, mais ça n'a rien à voir parce que là j'ai écrit je peux vraiment vous dire que ça n'a rien à voir parce que j'écris mon nouveau scénario avec une écrivaine qui n'a jamais écrit de scénario et je peux vraiment vous dire que ça n'a rien à voir. Elle passe des heures à changer les mots dans le scénario. Je dis mais on verra jamais à l'image, ça n'a aucune importance. Non, c'est pas du tout la même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Victor. Merci. J'avais une question vraiment très générale qui est peut-être un lien avec cette journée, parce qu'on parle de cinéma-émotion, mais est-ce que pour vous le cinéma, donc c'est
ce n'est qu'une machine à créer des émotions. Non. Bah non, surtout pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on définit comme émotion. Il y a plein de strates dans les émotions. L'émotion, c'est pas que de pleurer. Mais disons que... Non, le cinéma, c'est un outil extraordinaire, en fait, où on peut aller... Enfin, si, quand même. Je trouve qu'on a un rapport très... Je trouve que c'est un outil très puissant, le cinéma. Je trouve que ça permet de nous identifier même à des gens, des salauds, des criminels, c'est quand même incroyable. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, souvent quand j'interviens dans des écoles ou auprès de jeunes gens qui veulent faire du cinéma, je parle souvent d'éthique, en fait. Je pense que ça ne peut pas être pratiqué sans éthique, le cinéma. Ils disent toujours le documentaire, le cinéma, je dis faites ce que vous voulez, mélangez tout ce que vous voulez, mais essayez de le faire avec éthique. Et je trouve justement parce que c'est un outil d'identification très puissant, le cinéma, en fait. C'est-à-dire que si on assoit quelqu'un dans le noir et qu'on le met face... Moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait un film sur un tueur en série, il s'appelait Roberto Succo. Et vraiment, j'avais rien qui m'identifiait à ce personnage. Et d'ailleurs, rien n'était raconté du point de vue de ce personnage dans le film. Je racontais tout à travers ses victimes. Donc, je m'étais mis très à distance du personnage. Et pourtant, quand le film a été fini, ça répond aussi à la question de la liberté du spectateur, les gens s'identifient à lui. Voilà. J'avais eu beau tout faire pour que les gens s'identifient pas à lui, les gens s'identifiaient absolument à lui par la grâce du cinéma, de l'acteur et de la fiction, en fait. En fait, je pense que l'outil qui est très très puissant, c'est la fiction. Je pense qu'à partir du moment où on embarque un spectateur dans une histoire, dans une narration, si elle est à peu près bien construite, on peut pas y résister, en fait. Et donc au sortir de ce film, où donc le film était reçu à l'envers de ce que j'aurais voulu, je m'étais dit que finalement, oui, voilà, c'était un outil quand même qu'il fallait manier avec. Donc je pense quand même que ça passe par l'émotion. Je pense que ça passe par quelque chose qui n'est pas intellectuel, en tout cas. C'est-à-dire je pense quand même qu'on s'adresse un peu à l'enfant quand on est dans la fiction et que voilà, les gens sont comme ça et qu'ils croient ce qu'ils voient, ils ont envie de croire ce qu'ils voient, et donc effectivement, ça passe par un canal qui est pas forcément très cérébral. Pour continuer juste cette question de Marco, en effet, moi je m'étais posé cette question parce que quand je vais au cinéma et je dois choisir le film que je vais regarder, l'une des informations qu'on a avec la durée, le réalisateur, les acteurs, c'est l'émotion qu'on va ressentir. Est-ce que le film est dramatique ? Est-ce que c'est une comédie ? Et donc en fait les genres du cinéma, et même donc au final même le cinéma d'auteur, très souvent il y a une couleur qui est annoncée dans les sites quand on décide d'aller au cinéma. Donc l'émotion, je pense que ça fait partie un peu du choix aussi du spectateur. Ouais, et d'ailleurs les gens supportent pas du tout qu'on les trompe sur ce qu'ils vont voir. Hein. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, parce que souvent, parce que le marketing c'est assez passionnant, comment sont vendus les films. Donc souvent on les vend au plus simple. Hein. On les vend au plus simple parce que la publicité supporte pas la complexité. Alors, si on vend une comédie, mais qu'à un moment, il y a un peu de drame dans cette comédie, le bouche à oreille, qui est finalement notre seul indicateur d'adhésion au film, parce que tout le reste, c'est de la machine, est pas bon. Pareil, à l'inverse, si on vend un film comme étant un film grand public, mais que dans le fond, c'est un film d'auteur, ça va très mal se passer. Donc, plus le film est vendu au plus près de ce qu'il est, en général, mieux ça se passe dans la relation au public. Et donc, par exemple, Fête de famille, comme ça je fais un peu de pub pour le dernier film de Cédric Kahn. Et puis à l'affiche. Voilà. C'est quoi donc les émotions quelle est l'émotion qu'on va vendre Typiquement, c'est un film en trompe-l'œil, c'est-à-dire que ça démarre comme une comédie bourgeoise, familiale, et puis en fait c'est plutôt un film très dramatique et très rugueux sur un sujet qui est quand même pas commercial, pas grand public, qui est la psychose, en fait, quand même, la maniaco-dépression, puisque c'est un élément familial qui va venir déstabiliser l'ensemble de l'édifice. C'est la contamination, en fait, par un élément instable. Et voilà, typiquement, au moment de vendre le film, s'est posé la question de comment le vendre, et puis la question s'est posée 2 secondes, parce qu'ils ont dit, on va le vendre comme une comédie. Et moi, j'étais pas d'accord et tout le monde s'en foutait. J'ai une question sur ce que tu disais à propos de Roberto Succo, parce que ça fait un peu écho à ce que Julie expliquait vis-à-vis de l'empathie. Et tu viens de dire que ce personnage, t'as tout fait
pour éviter au départ que le spectateur ait de l'empathie pour lui. On a un extrait du film, on peut peut-être le regarder et comme ça on en discute ensemble après. En fait, tu fais quoi comme travail? Rappresenta. Scusa, un quoi? Gadget, parfum, calculatrice. Ah, tu fais du business. J'ai mon quartier, ça t'intéresse? Tu vois? Je suis des chèques. Je te donne tout pour 1000 francs. Tu parles français? T'es hollandais? English, anglais. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. You don't have to touch it to be wrapped up in emotion like me. Everyone must feel how I do. Yeah. Love is just to be close to you. Love is nothing. Là où tu vois la lumière, c'est le Monte Farone. Tu connais? Non. C'est une petite colline, très belle. Avant, j'habitais là. Quel âge toi? 16 ans et toi? 19, 19. Léa, je t'aime. Je l'ai perdu, je voulais le tuer, les chats. Qu'est-ce que je dois dire? En fait, non, bah, toujours donc cette question de l'empathie, parce qu'on voit, enfin, en tout cas, j'ai l'impression après avoir écouté ce que tu disais, qu'il y a des choses qui sont effectivement de l'ordre du scénario, avec un personnage qui dit par exemple je t'aime alors qu'il vient de rencontrer cette fille, et puis il y a d'autres choses qui sont peut-être qui viennent dans ces couches successives et qui sont peut-être plus de l'ordre du son ou de l'image. Donc je voulais savoir si ça intervenait aussi à ces couches un peu plus tard dans le processus. Tu veux dire par rapport au fait que le film a échappé à mon contrôle? Tu veux savoir où ça se passe? Avant même qu'il échappe à ton contrôle et que les spectateurs te disent après avoir vu le film, je me suis identifié à Roberto. Comment est-ce que toi, t'avais essayé de te protéger de ça? Je trouve que ça illustre la question des intentions et de la réalisation. C'est-à-dire que la conception du film, pour le coup, elle est très simple et très éthique. C'est-à-dire que je me suis basé sur le livre d'une journaliste qui a refait toute une enquête sur elle. Et en fait, le point de vue, c'était le point de vue de l'enquête. Donc le film n'épouse que le point de vue des gens qui ont rencontré Roberto Succo. Donc en fait, c'est un point de vue totalement en étoile. Il n'y a pas de protagoniste, en fait. Chacun raconte sa rencontre avec lui. Les gens qui sont morts, qui n'ont pas pu témoigner, ne témoignent pas. On les retrouve morts. Enfin voilà, c'était très rigoureux en fait. C'est quasiment. En fait, j'ai rien inventé. C'est une reconstitution documentaire avec des acteurs. Je pense, après, peut-être que les gens qui ont vu le film, comme on a dit que le réalisateur était le plus mauvais spectateur du film, je ne sais pas si mon avis est le plus éclairé, mais je pense que là, le film est balayé par la puissance de l'acteur. C'est-à-dire que
on voit bien. Là, c'est le début du film. En fait, il est très inquiétant. On a envie de dire à la jeune fille part en courant, et en même temps, il est très empathique. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans cette allure, son regard, son énergie qui fait que voilà, en fait, ça va quand même être lui le héros, et ça s'inscrit en 4 plans, en fait. En 4 plans, il crève l'écran, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous êtes peut-être identifié à lui. Malgré moi. Oui, bah oui, vous avez choisi déjà bien sûr, bien sûr. Donc, oui, d'une certaine manière, le mal était fait. J'ai 2 exemples de... Oui, mais sans le savoir. C'est là où... C'est ça qui est passionnant dans le cinéma, c'est qu'il y a le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a le film conscient, mais d'ailleurs, tout ce travail, toutes ces étapes, c'est la rencontre c'est notre rencontre de cinéaste avec le film inconscient. Et franchement, tant que ce film inconscient existera, moi je continuerai à faire des films. C'est-à-dire que c'est toujours fascinant de voir le film qu'on a voulu faire et le film qu'on a fait. Et le film qu'on a fait, c'est effectivement une croyance en un acteur ou une non-croyance en un autre acteur. Et ces rapports de force qui s'inversent au fur et à mesure de la fabrication, c'est l'inconscient en fait. Et là, j'ai 2 anecdotes sur Souko, c'est que j'ai tout construit sans m'identifier à lui. Puis un jour, j'ai tourné dans un lycée avec des figurants qui étaient des élèves du lycée, et tous les élèves du lycée sont venus me dire mais qu'est-ce qui te ressemble, l'acteur? Et je le savais pas, vraiment, et vraiment consciemment je n'aurais jamais pris un acteur qui me ressemble. Donc voilà, ça déjà ça a été un premier choc pour moi. Et puis après j'ai fait un film qui s'appelle Feu Rouge, d'après Simon, sur lequel c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble avec Sylvain, et j'ai fait le film tranquillement en m'intéressant à l'histoire, et un jour j'ai réalisé que c'était l'histoire d'un type qui laisse sa femme sur le bord de la route pour s'identifier à un tueur. Et c'est le film que j'ai juste fait après Roberto Succo, et en fait j'ai compris que je racontais mon histoire avec Roberto Succo. Moi, il me semble que, en tant que spectatrice, je l'ai vu plusieurs fois, le film ne t'échappe pas. C'est-à-dire, en tout cas, le personnage n'échappe pas à la volonté éthique qui anime tout le film. Il n'y a qu'à voir. Là, on est dans le point de vue, certainement pas de Roberto Succo. On a le point de vue du spectateur, c'est même pas la fille. On espère qu'elle a ce regard que nous avons sur lui au début du film pour dire tire-toi, il est temps, mais elle ne l'aura pas. Mais on n'est pas dans son point de vue de la jouissance d'aller courser un chien et lui tordre le cou. Et le film tient là-dessus. Peut-être c'est une question pour les gens qui n'ont pas vu le film. Il est sympathique ou il est très inquiétant, là, par exemple, dans cet extrait? Oui, mais... Voilà. mais tout le problème du film. Mais non. Vous avez résumé. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas le problème du film. C'est le problème du mal. Le mal est séduisant. Et quand vous faites des œuvres d'art... Le mal aime elle. Mais... Cédric. J'ai passé l'âge, Cédric. Mais bon, le mal aime à elle, oui, effectivement. Mais écoute, mon jury de thèse m'a fait déjà la même plaisanterie. Parce que j'avais fait une thèse sur le cinéma et le mal. Mais effectivement, le mal est séduisant et on ne peut vraiment le montrer que si, à un moment donné ou à un autre, on montre quelque chose de l'ordre de pourquoi celui qui n'est pas dans le mal peut être fasciné par le mal. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est qu'un vilain méchant, point barre. Alors, c'est possible. Dans certains films de genre, c'est le code et ça marche. Mais quand on veut faire un film qui a une profondeur sur l'être humain, enfin, quelque chose à apporter sur l'être humain, on ne peut pas montrer un old bastard, sinon on fait ce que fait très bien Tarantino ailleurs. Mais les Américains, par exemple, ils prennent pas ce genre de risque industriel, parce que c'est un risque industriel de faire ça. C'est-à-dire que quand ils font Hannibal Lecter, on s'installe avec Jodie Foster et surtout on la quittera jamais. Et le monstre est en cage et restera toujours à sa place de monstre. Donc voilà, parce que créer de la contradiction sur un personnage, c'est un risque industriel en fait, quand même. Faut le savoir. Donc vous parliez de Feu Rouge. On a un extrait de Feu Rouge justement. Donc y a des... non. On a un peu triché ou pas, je sais pas. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de questions, même peut-être techniques sur l'extrait qu'on va voir. Donc c'est quelle année Feu Rouge? C'est un peu après, hein, c'est 2004. Oui, il me semble que c'est 2004. Donc pour replacer l'extrait dans le contexte, donc le film raconte l'histoire d'Antoine qui visiblement lutte contre ces vieux démons d'alcoolisme. Je parle sous ton contrôle, hein, Cédric.
et qui soupçonne que sa femme le trompe et donc qui va sombrer dans l'alcool à l'occasion d'une nuit et qui va prendre la route et avec sa femme pour retrouver ses enfants qui sont en colonie de vacances, aller les récupérer. Et à l'occasion de ce voyage en voiture, il se dispute avec sa femme qui part dans la nuit, il va essayer de la retrouver. Et l'extrait qu'on va regarder se situe le lendemain matin, quand un policier lui apprend ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. Tu as peut-être quelque chose à rajouter, Cédric ? C'est une adaptation de Simon. Ouais. D'après les témoins, Chris Montana a été vu après le passage du train dans le bar de la gare à Sainte-Maure. Après Sainte-Maure, on perd sa trace. Il a dû rencontrer un type pas trop méfiant qui aura accepté de l'emmener en voiture. Mais cette fois, Chris Montana est tombé sur un homme qui n'a pas voulu finir sa vie comme un chien sur le bord d'une route. Selon d'autres témoins, Chris Montana a été vu en gare de Tours juste avant le passage du train. Il aurait repéré votre femme à la gare et suivi dans le train. Le train étant pratiquement désert, il l'aurait menacé, agressé, en toute tranquillité, et puis serait redescendu après l'avoir délesté de ses bijoux et du contenu de son sac. On aura confirmation dans quelques jours, après les résultats du test ADN. Pourquoi du test ADN? Monsieur Dunant, c'est pas seulement pour la dépouiller que l'homme du train a agressé votre femme. À 7 heures, le docteur examinera de nouveau votre femme et dira si vous pouvez la voir ce soir. Ça vous laisse juste le temps de retourner à Châtellerault et de trouver une chambre d'hôtel pour la nuit. Vous vous sentez de conduire? Au revoir, monsieur Dunant. Je plaide coupable, je me suis planté sur l'extrait. Donc il y a en fait, pour le raconter... Raconter, ça marchera pas. Je sais pas si ça marchera, non. Bon, vas-y. Mais t'as pas la suite? Non, je sais pas la suite. Enfin, j'ai le DVD, mais... Mais il y a un jumpscare dont justement, donc, une technique dont parlait Rémi et Dimitri ce matin. Il y a une autre chose qui est intéressante, mais peut-être que Sylvain, vous pouvez en parler, c'est les silences en fait dans cet extrait. C'est exceptionnellement silencieux, je trouve. Oui. C'est Tarkovsky, on a... Alors ouais, retrouver le processus... non, ça fonctionne très bien en tout cas. Il y a une tension qui se dégage et tout. Maintenant, je suis content de revoir ça. Je l'avais pas revu depuis. Je pense que la tension vient du retranchement. Alors pour le coup, on prend le genre. Mais en fait, tout marche. On dit qu'on prend le genre à l'envers, mais l'envers, c'est aussi le genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique qui fait peur. Il n'y a pas de. Le temps est étiré au maximum. C'est un plan séquence.
C'est vrai que comme vous n'avez pas vu la conclusion, on a l'impression un peu de parler dans le... Non, bah alors en gros, je vais le raconter. Finalement, il voit sous sa voiture la tête du type qui l'a tué la veille. Donc c'est une image mentale, en fait, c'est pas du tout réel. Et ça fonctionnait vraiment très bien. Moi, je l'avais fait un peu comme un gag, mais vraiment, les gens hurlaient, quoi. Mais je crois que c'est vraiment l'effet de surprise, en fait. C'est parce comme on n'est pas dans ces codes-là, on est dans une partie très psychologique du film, très réaliste. En fait, là, il y a un tel effet de surprise d'avoir un effet pas réaliste au milieu d'une partie réaliste que, effectivement, voilà. Autant des fois, la peur fonctionne sur des choses très préparées. Là, ça fonctionnait vraiment sur le fait qu'on s'y attende pas, quoi. En gros. Donc, effectivement, c'est très retranché en mise en scène, c'est très épuré, quoi. Enfin, il y a quasiment rien, quoi. Donc l'étirement du temps, finalement, la peur commence à venir, là, on voit bien. On sent bien qu'à force d'étirer le temps comme ça, il regarde 4 fois sous la voiture, on sent bien qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, je crois que vous l'avez dit ce matin, c'est la distorsion du temps qui... Tant qu'on est dans un temps réel, finalement, on n'a pas peur, mais quand on est dans un temps accéléré ou un temps distendu, on commence à se sentir presque physiquement une anomalie comme spectateur, quoi. Ça fait penser un peu à ce que Carole a montré hier avec le cliché. Et donc la voiture, on n'a pas de nuit, c'est le jour, il fait plutôt beau. Ouais. On est en dehors des clichés. Oui, il les a retournés. Il n'est pas en dehors des clichés parce qu'il est à contrario des clichés, donc il est quand même dans les codes. Il les a retournés un par un, quoi. Bon, grâce à cette manip de Victor, ce soir, il y aura 30 personnes qui vont chercher le film. Donc, en fait, c'était juste de la pub. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, par rapport à cet extrait, il y a aussi le jeu de l'acteur qui est complètement en retenue. Et ça rejoint ce que disait Anouk Grimbert hier. C'est comment retenir. Elle parlait d'un personnage qu'elle jouait, qui était une femme qui avait perdu son fils, qui s'était suicidé, et qu'au lieu de montrer les larmes, elle montrait la retenue des larmes sur scène. Et là, en fait, comme il exprime quasiment rien, on est, en tant que spectateur, tout le temps en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ressent, projeter des tas de choses, et du coup, on devient assez actif, je trouve. Mais c'est pas, pour moi, c'est quand même un jeu très plein, hein, même si c'est pas un jeu démonstratif. C'est-à-dire que c'est très compliqué, cette question de rien faire. Il y a des acteurs à qui on a beaucoup... C'est très compliqué parce qu'il y a des acteurs... Moi, je suis pas contre les acteurs qui en font un peu des caisses, en fait. Je trouve que dans le cinéma américain, par exemple, les acteurs, ils jouent beaucoup et on le supporte très bien. Il y a une espèce de tradition du cinéma français qui consiste à retenir le jeu ou à avoir un jeu presque atone, dont je suis pas très fan. C'est des débats sans fin, mais moi je trouve que pour retenir le jeu, il faut être très fort. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose de très plein dedans, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, Daroussin, qui est un acteur très, très doué, très bon, peut-être qu'il se passe pas grand-chose, il n'est pas démonstratif, mais il se passe énormément de choses. Il est très rempli, quoi. C'est pas du tout un jeu passif. Ce qui est le problème de ce genre de... Anouk Grimbert, elle sait sûrement très bien se l'appliquer à elle-même, mais un acteur débutant qui va écouter Anouk Grimbert dire il faut rien faire, il va vraiment rien faire, lui. Et ça peut être catastrophique. C'est très compliqué. Oui, mais jouer la retenue, ça veut rien dire. Il faut jouer... si, dans ce qu'elle disait, oui. Elle disait, il vaut c'est mieux dommage, jouer... si j'aurais été là avec elle, on aurait pu débattre. Mais... Non, mais moi j'essaie de retranscrire juste ce qu'elle a dit. Elle a juste dit qu'il valait mieux montrer une femme qui s'empêche de pleurer. C'est pas rien. C'est du jeu de montrer de s'empêcher de pleurer. Plutôt que... Moi, je préfère une actrice qui se force pas à pleurer, plutôt qui s'empêche de pleurer. C'est encore un autre jeu. Mais tu sais ce que disait Frank Capra Je trouve qu'il y a des acteurs qui pleurent pas et qui sont très très émouvants, et des acteurs qui pleurent où on ne ressent rien. On sent que c'est des larmes mécaniques. Je trouve que déjà de se retenir de pleurer, pour moi, c'est déjà trop compliqué. Ça dépend comment elle l'a fait, mais en tout cas, Capra disait qu'il a avancé dans son cinéma le jour où il a compris qu'il fallait que ce soit les spectateurs qui pleuraient, pas les personnages. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr.